Docteur Rosier, on va parler beaucoup des écrans ce matin. Ce mot écran, ça vous dit quoi? Ça peut être un écran solaire, ça peut être l'écran de cinéma, c'est plein de choses. Un écran, c'est quelque chose qui fait interface entre deux éléments. Donc là, on a les écrans numériques dont on parle beaucoup actuellement, qui peuvent faire écran dans la famille et dans les relations. Mais c'est un outil. Et comme tout outil, il peut avoir des utilisations très bénéfiques et puis il peut avoir aussi des utilisations dysfonctionnelles ou qui impactent le quotidien. Est-ce que le fonctionnement pour un jeune, un moins jeune, voire un senior des écrans, est-ce que ça peut devenir addict et au point d'être presque une drogue? Ah ben, on a tous les éléments qui vont en faveur du fait qu'il y aurait une addiction comportementale à l'écran. Alors pas à l'écran éteint qui sert à rien, hein, mais à l'écran ouvert et allumé qui ouvre sur l'infini, hein. Autant les jeux vidéo que la pornographie, que les réseaux sociaux, que le dark web ou tous les éléments, hein, et que même pouvoir récupérer des produits derrière. Donc l'écran, c'est un outil qui est extrêmement puissant et qui devient de plus en plus puissant avec l'intelligence artificielle. Donc le terme drogue, moi c'est un terme que j'utilise pas, qui puisse avoir un effet addictif, ça c'est évident. Est-ce qu'il y a un combat à mener sur la surutilisation des écrans? Un combat, je sais pas, en tout cas il y a des données à avoir, des données probantes pour faire ce qu'on appelle la réduction des risques et des dommages, ce qu'on a en addictologie. Euh, Arriver à faire un mode d'emploi qu'on peut donner aux familles, qu'on peut donner aux parents dans les rapports à leur enfant, surtout pas stigmatiser et diaboliser un usage qui est apparu sur les 20 dernières années et qui est tout neuf, hein, certains sont nés avec, nous on a vu les écrans apparaître dans nos vies pour énormément les améliorer, hein. Je suis jamais de ceux qui disent c'était mieux avant. Donc là-dedans, on est avec une évolution technologique majeure. Le but, c'est de pouvoir bien connaître les règles du jeu. Comment est-ce que vous pensez pouvoir sensibiliser les plus jeunes? En évitant de devenir un vieux con. C'est-à-dire pas dire il y a qu'un faucon et puis je te l'avais dit, maintenant tu vas voir. C'est surtout essayer de comprendre pour pouvoir diffuser, communiquer. Tout ce qui est du travail de démocratisation, de vulgarisation de la science, des connaissances est extrêmement important. En utilisant les écrans, parce qu'on est un peu dans l'inception aussi, hein, c'est-à-dire qu'on fait des visios, on travaille de façon internationale en utilisant les écrans, en ayant des supports qui soient ludiques et qui permettent justement que cette connaissance, à l'heure de YouTube ou de la fake science, puisse être facilement accessible à tout le monde. Les vrais dangers, c'est quoi? C'est le dark web, c'est les sites pornographiques dont on parle beaucoup, hein. Les vrais dangers pour moi, c'est la pornographie aux mineurs, parce que c'est pas joli joli ce qu'ils voient régulièrement. On sait qu'il y a 30% des 12-18 ans qui sont exposés quotidiennement au porno, là où les 18-99 ans sont exposés à 12%. Donc voilà, c'est l'adolescence, hein, on connaît les émois, mais le danger, c'est les images, les symboles auxquels on se retrouve confronté. Le problème du smartphone pour l'adolescent, c'est que ça sécurise le parent, puisque l'adolescent, au lieu d'être en danger dehors, dans la rue, il est à la maison tout seul, mais on ne sait pas s'il n'est pas plus en danger chez lui qu'à l'extérieur, avec les nudes, avec les photos, avec les réseaux sociaux, avec tous ces éléments-là. Donc il y a un ensemble de dangers, les réseaux sociaux, le dark web, on l'a vu pendant les émeutes qu'il y a eu suite à l'affaire de Naël, il y avait quand même un effet de e-meute où les réseaux sociaux ont permis d'aller fomenter des coups plus facilement. Le questionnaire qui s'adresse au grand public est toujours en ligne sur pro.fr, tout le monde peut le faire. Vous attendez quoi de ce questionnaire? Alors le questionnaire, il a été lancé dans le cadre de 10 jours sans écran l'année dernière, il courra jusqu'à 10 jours sans écran cette année, donc en fin mai. Le but de ce questionnaire, c'est de pouvoir définir un microscope qui permettra par la suite d'avoir le diagnostic de troubles de l'usage des écrans. D'accord, au sens du DSM qui est la Bible, de la psychiatrie. C'est quelque chose de froid, implacable, qui pose en fonction d'un certain nombre de critères la présence ou non d'un diagnostic. Mais sachant qu'aujourd'hui on l'a pas. On l'a pour l'alcool, on l'a pour le tabac, on l'a pour le jeu pathologique, on l'a pour les jeux vidéo, puisque dans la dernière version de la SIM c'est présent, mais on l'a pas pour les écrans. Et je rappelle encore une fois que pour nous, l'addiction à l'alcool, c'est pas l'addiction au verre, donc l'addiction aux écrans, c'est pas l'addiction juste au support, c'est un ensemble protéiforme à l'intérieur. Donc c'est une étude qui réplique celle qu'on avait fait à Martignas, qui va permettre d'affiner encore plus la qualité des critères diagnostiques d'addiction aux écrans. Cette étude sur les écrans, est-ce qu'aujourd'hui c'est un vrai fait de société pour vous?
Alors ça pourrait être une panique morale et ça pourrait être une polémique. Pour nous, c'est pas ça qu'on cherche à faire, hein. On fait de la science, on fait de la dictologie, on est au plus près des patients, des usagers et au plus près des réalités du quotidien de nos concitoyens. Un fait de société, oui, parce que tout le monde en parle, surtout pour dire ah oui, mais c'est pour ça que les jeunes vont pas bien, c'est les écrans, c'est les écrans. C'est un fait de société parce que ça touche tout le monde. Autant les moins de 12 ans, que les moins de 18 ans, que les moins de 36 ans, que les moins de 55 ans, que les moins de 70 ans. Comme je disais tout à l'heure, on se retrouve avec des personnes de 70 ans qui ont des addictions à Farmville, hein, ou à Candy Crush, des choses comme ça. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Ce qui était très intéressant dans l'étude initiale, c'est qu'on retrouve en 2015 qu'il y avait au moins 45% de la population qui a un critère d'addiction. Quelque chose qu'on ne retrouve pas pour le tabac, puisque il y a le tabac ou l'alcool, dans la population, 100% des gens n'ont pas du tabac et de l'alcool à la maison, en consommation. Et là, on a des éléments en faveur du fait que ça a encore augmenté, donc on aurait quasiment 90% de la population qui a au moins un critère. Notamment le craving, le besoin irrépressible d'utiliser son téléphone alors qu'on ne veut pas le faire. D'accord? C'est le problématique du téléphone, c'est qu'il devient total pour la carte bleue, pour les comptes, pour Google Maps, pour Marmiton. Comme je dis souvent, qui sort encore son carnet, qui sort la naphtaline pour la recette à la maison? D'accord? On a maintenant tous des sites sur lesquels on va. Quand on va aller quelque part, on ne sort plus la carte routière, tourne à droite, tourne à gauche, on y va directement à Google Maps. Donc c'est là où aussi cet outil qu'on n'a pas à diaboliser, hein, puisque c'est le quotidien et ça va disparaître. Donc on ne va pas revenir au moulin non plus là-dessus. C'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à connaître et à faire connaître aux plus jeunes.